Un chef de projet dans une maison d'édition, dans la nôtre en tout cas, je sais pas Dans si la c'est vôtre. partout Oui, pareil. non, on peut dire dans la vôtre. Un chef de projet, nous on a plusieurs rôles. On a déjà le premier rôle qui est de trouver les projets, un rôle de sourcing en fait. C'est un peu ce que vous faites quand vous allez à SN, vous les gens de Philibert. C'est trouver les futurs projets à éditer sur le marché français en fait. Que ça soit des traductions, des éditions, en voyant avec des auteurs ou c'est tout en fait, des éditions. Donc des traductions ou des éditions. Donc c'est de trouver sur internet ou tester ce qu'on reçoit parce qu'on reçoit régulièrement des protos. Donc voir un petit peu ce qu'il existe et voir ce que nous on peut sortir. À ce niveau-là, c'est à la fois donc du coup une sorte de veille sur internet, de observer ce qui se passe, notamment on essaye d'être assez actif sur tout ce qui sort sur Kickstarter et il y a beaucoup de projets, donc c'est regarder ce qui peut être intéressant et prendre des contacts avec les éditeurs, gérer nos partenaires plus ou moins historiques, je pense à CGE ou à des gens comme ça avec qui on travaille pratiquement toujours et se dire ok, ils ont un nouveau jeu qui sort, il faut qu'on regarde quand même si ça nous correspond et si le jeu est suffisamment bon pour qu'on le sorte, et c'est gérer aussi les dizaines et dizaines de propositions qu'on nous fait par mail chaque semaine pour nous présenter des nouveaux jeux. Donc ça c'est la première chose, c'est la phase amont en fait d'un projet. Et ensuite il y a le déroulé nominal d'un projet, c'est-à-dire c'est trouver les illustrateurs, faire bosser les illustrateurs, enfin en cas d'une édition, hein, parce que pour une traduction il faut juste faire bosser le traducteur, intégrer les textes. Après c'est assez vaste parce qu'on peut aussi changer des éléments graphiques, on peut changer une mise en page, donc il y a pas mal de trucs, donc tout à gérer jusqu'à ce qu'on amène les fichiers à l'imprimeur pour qu'il nous fasse le produit, tout simplement. Sur le fait qu'on refasse Yardmaster, c'est important de dire que nous on aime les illustrations, enfin on trouve pas ça moche quoi. C'est juste qu'on considère, parce qu'il y a souvent sur Trick Track, mais souvent les gens réagissent, disent ah c'est mieux la VO, c'est la VF est moins bien. Nous notre logique c'est de dire bah ouais ça c'est sympa mais on considère que c'est un jeu familial et donc en cela il doit avoir des illustrations familiales. La Madame Michu, elle n'est pas sensibilisée à ce genre d'illustration. C'est pour ça qu'on refait. Il y a eu sur Dungeon of Random, j'ai montré quelques illustrations et il y a eu des débats qui s'enflamment assez vite d'ailleurs, mais ça c'est internet. Et on trouve ça, enfin c'est dommage quoi. Notre idée n'est pas de dire c'est moche et donc on refait les illustrations. Notre idée est de dire soit c'est pas adapté à notre marché parce qu'on considère que ce jeu-là serait mieux adapté à notre marché avec d'autres illustrations. Je vous rassure, à Joe Hunter qu'on n'a pas là, on a aussi à cœur de prendre des parties graphiques forts sur des jeux qui s'y prêtent un peu plus, typiquement des jeux un peu plus gamers qui sont un peu moins, pas regardants, mais un petit peu moins sensibles sur les illustrations, ou qui vont avoir un regard plus proche sur le game, plus centré sur le game design que sur les illustrations. Donc qui pourront avoir un regard artistique sur un truc un peu plus travaillé et un peu plus différent. Et on a à cœur de se faire plaisir aussi avec des illustrateurs au moins conventionnels, on va dire. Souvent, les éditeurs sur ces jeux-là, ils aiment pas trop qu'on retouche. Donc, clairement, à part AEG, qui est totalement open, tous les autres jeux, ça a été des discussions. Que ce soit Yardmaster, Candy Chaser et Dungeon of Random. Les gens ont fait un boulot, ils ont mis du cœur, et ils se disent mais pourquoi tu veux y retoucher quoi. Donc il y a déjà un travail de leur expliquer de manière pédagogique pourquoi nous on y retouche. C'est dire pour notre marché on pense que c'est pas adapté tout simplement, pour la plupart. Pour Yardmaster, on lui a dit qu'on pensait que c'était un jeu plus familial que ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Donc c'est une discussion. Ensuite il accepte ou il accepte pas en fait, hein, tout simplement. Comme a dit Théo, Patrick c'est un gars sympa, Patrick le gars de Crash Games, l'éditeur. C'est un gars sympa qui nous aime bien, pour une raison. Je sais. Dire. Bon, moi je l'ai rencontré à la Gen Con cet été, on a fait un cocktail, on a un peu bu, on a beaucoup rigolé. Donc on a tissé des liens de fin de soirée. Je peux pas savoir. On a tissé des liens de fin de soirée, on discute entre copains de manière extrêmement virile et hétérosexuelle, et depuis on s'apprécie. Mais donc il aime bien notre travail, et il dit bon ok, je vous fais confiance. Et à partir de là, sur le contrat, c'est écrit, enfin c'est pas écrit justement, qu'on doit récupérer les illustrations du jeu original.
c'est un deal qui est passé. Souvent, ça va avec une réduction des royautés sur certains projets, c'est-à-dire on est à X% si on prend les illustrations, on est à X moins quelque chose si on ne prend pas les illustrations. Et voilà, et après ça roule tout seul quoi. Enfin, Derrière, moi, du coup, c'est moi qui m'occupe directement du thème, des illustrations et des contacts avec Mathieu Lessen. Donc justement, à SN, on a profité pour ASN Mathieu Lessen. On a profité pour parler avec Patrick de Crash Game en lui disant bah voilà le thème qu'on aimerait faire, voilà la direction qu'on voulait prendre, voilà l'éditeur, l'illustrateur avec qui on voulait travailler. Du coup, ce qui était assez parfait puisque Council of Verona, encore une fois, Véron chez Ferti, illustré par Mathieu Lessen aussi. Donc il connaissait déjà Mathieu et il estimait déjà beaucoup son travail. On lui a présenté le thème qui lui a bien plu. Et derrière, même si là je ne l'ai pas encore fait, c'est très mal, je lui ai promis de lui envoyer régulièrement ce qui se passait, comment ça tournait, les évolutions graphiques, lui permettant ainsi de me dire ouais bah ça je suis un peu moins fan, de m'exposer son point de vue et de travailler avec lui pour lui montrer que bah voilà, notre but c'est de faire du bon boulot tout en respectant parfaitement son jeu. ce qui n'est pas évident au niveau du contrat, au niveau de la discussion, c'est que souvent ces éditeurs-là veulent que contractuellement, ils aient un droit de regard et donc un droit de veto. Donc ça nous gêne énormément parce que si au début ils se réveillent pas, typiquement sur les crayonnés, ils se disent bon ok allez-y, allez plus loin. Mais quand on a validé les crayonnés, qu'on passe à la couleur et qu'ils nous disent ah non c'est pas ça va pas du tout, faut tout refaire, ça nous foutrait un peu dans la mouise, ça nous mettrait un petit peu dans la mouise. Et donc ça on veut pas l'avoir sur contrat. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'il y a une grosse discussion pour dire non non fais-nous confiance, le mets pas dans le contrat mais on te tiendra au courant des évolutions et tu auras un droit de regard qu'on aura le droit de ne pas écouter. Mais on ne veut pas être contraint contractuellement par l'éditeur. Alors nous on travaille pas directement avec l'auteur, on travaille avec l'éditeur qui ensuite amène des retours à l'auteur et qui sert d'intermédiaire en fait. Là il y a deux choses, la première est pour deux raisons différentes. La première c'est que le jeu américain est donc proposé comme étant un jeu de 2 à 5 et nous on le sortira très probablement comme étant un jeu de 2 à 4. La contrainte elle est double, c'est la contrainte de gamme en premier, si on sort le jeu avec le matériel pour 5 joueurs, ça va être compliqué de le rentrer dans cette gamme-là et de le sortir avec le même prix. Et pour nous, c'est important que la gamme ait un prix complètement uniforme. Tous les jeux sortent à 12,90€ en prix de vente conseillé et on n'a pas envie de se dire ah celui-là on l'aime bien, mais allez on le sort à 13,90€ mais il reste dans la gamme. On trouve que ça enlèverait un peu de ce côté éditorial et qu'on ne veut pas que les gens soient confus à se dire ah mais pourquoi celui-là il est 1€ plus cher, ça a l'air d'être la même chose. Et ça nous tient à cœur de le sortir dans cette gamme-là. C'est aussi parce que à la base, le 5e joueur a été débloqué sur Kickstarter. Ouais, c'est un stretch. Du coup, nous, quand ils nous l'avaient présenté et quand on l'a fait tourner, c'était un 2-4. Et à l'époque, on trouvait ça amplement suffisant. Le 5e joueur amène un petit plus, mais pas forcément essentiel, puisqu'à 5 joueurs, c'est un petit peu moins fluide, un petit peu plus long. Le jeu est un petit peu moins bon à 5 qu'il peut l'être à 4. Ça rajoute une couleur qui... Et ça rajoute aussi effectivement des coûts de développement au niveau d'une 5e couleur, donc une 5e salle d'illustration à commander, qui sont quand même des coûts qui sont pas neutres. Donc on s'est dit, bah, on le sort comme un 2-4 comme on l'a testé initialement, puisque ça nous paraît être une bonne configuration. Si le jeu a un gros succès, on se dit, on pourra peut-être sortir la première extension d'un jeu de la gamme mini comme étant un 5e joueur. La possibilité de sortir juste un sac avec quelques cartes nous permettrait de sortir ça à un prix pas trop cher, et pour permettre aux vrais aficionados du jeu de pouvoir jouer avec une 5e personne. Au niveau du changement de règles, on est sur quelque chose d'un peu différent. C'est le jeu comprend des cartes action un peu chaotiques et un peu aléatoires, qui nous plaisaient pas forcément sur le jeu qu'on trouvait assez pur mécaniquement et assez fin stratégiquement. Sur les quelques parties qu'on a joué avec, on trouvait que ça dénaturait un petit peu le jeu et que ça lui enlevait un petit peu de finesse. Donc on s'est dit, tiens c'est dommage, ces cartes événements nous plaisent pas trop, action événement. Donc on a le désir de ne pas les supprimer complètement, puisque ça serait effectivement trahir une partie du game design de l'auteur, et on n'a pas envie de faire ça, et ça serait dommage pour les gens qui ont envie d'avoir un jeu un peu plus chaotique. Ce qu'on va faire, c'est très certainement passer ces cartes événements action comme étant une variante, plutôt que comme étant le jeu de base. Ça permet à l'auteur d'avoir un jeu qui est très proche de celui qu'il a fait, et d'avoir les cartes qu'il a designées directement dans le jeu, et nous d'avoir un jeu qui nous semble légèrement amélioré de cette manière-là. Par rapport à la relation avec l'éditeur, il est pas très... Contrairement aux illustrations, il est pas du tout chiant sur les règles.
ils considèrent qu'on est les plus à même pour sortir le meilleur jeu sur le marché, sur notre marché. D'ailleurs, sur ce jeu-là, tu as cité le nom de l'auteur, mais c'est Aramini. Patrick Nickel. Et aussi dans les crédits comme étant une personne qui a apporté des choses au jeu. Donc il considère que le travail de l'éditeur, c'est aussi d'adapter, d'aider l'auteur à sortir le meilleur jeu pour le marché. Donc là-dessus, il n'a pas du tout été chiant, enfin on en a parlé. Il m'a dit non, mais faites comme vous voulez, vous connaissez votre boulot, quoi. C'est ça qui est aussi agréable de bosser avec ce type de personnes, c'est il est conscient que le jeu des jeux qui sont designés typiquement pour très bien fonctionner sur le marché américain sont pas les mêmes que des jeux parfaitement designés pour le marché français, pour plein de petites raisons. Et il nous dit moi je connais le marché américain, donc je vais faire un jeu américain. Vous connaissez le marché français, s'il y a des petits réglages à faire, faites-les, ça me dérange pas. Typiquement, c'est un jeu qu'on a aussi pour l'Europe. On a les droits européens sur celui-là. Et si on bosse avec un pays, un éditeur allemand ou tchèque qui va nous dire ouais, c'est dommage que vous ayez mis ça en variante, moi j'ai envie de le passer en règle principale, nous on va avoir la même réaction que Patrick, c'est-à-dire on va dire bah ok, si tu crois que c'est la meilleure solution, pas de problème. La première chose qui est importante, c'est de bien percevoir la ligne éditoriale d'un éditeur. Chez Yellow, nous on est un peu compliqué sur ça puisqu'on fait de la traduction et de l'édition, et que même en édition, notre ligne éditoriale est assez large. Mais typiquement, on n'éditera pas un jeu qu'éditerait Istari. Ça, c'est la première chose. Si un jour quelqu'un vient avec nous, on nous dit regardez, j'ai inventé un jeu de cubes en bois qui joue pendant 40 minutes par joueur, qui est extraordinaire. Même s'il est extraordinaire, il y a très peu de chances qu'on le fasse. On saura conseiller la personne, lui dire va vers cette personne, on le connaît, c'est un partenaire avec qui on bosse sur de la distribution, ça va bien se passer, et on a tout intérêt à ce que tu bosses avec lui plutôt qu'avec un autre, mais on n'est pas capable de parfaitement éditer ça. On n'a pas toutes les compétences et on n'a pas l'habitude de le faire. Et on n'est pas attendu sur ce terrain-là. Donc si après-demain il y a un jeu Yellow qui sort et que c'est un jeu Istari, les gens vont se dire tiens c'est bizarre, j'adore King of Tokyo, j'ai bien aimé Big Book of Madness, j'achète ça, c'est vraiment différent. C'est dommage, qu'est-ce qu'ils ont fait Yellow, je comprends pas. Donc la première chose c'est bien identifier. Et nous on est un peu flou parce qu'on fait de la traduction. Donc parfois il y a des gens qui m'envoient des jeux un peu experts par mail et je leur réponds non c'est trop expert pour nous. Et ils me répondent mais vous avez fait Tolkien, vous avez fait Patch History, vous avez fait Dungeon Pets, et c'est des jeux en traduction. Et là où sur la traduction, nous on s'autorise vraiment toutes les déviations possibles. Si on nous présente un jeu aussi bon que Dungeon Pets, même si c'est pas du tout notre cam, on va se dire ok on peut le faire en traduction, c'est pas énormément de travail, c'est du boulot de traduction, donc c'est un boulot qui est différent et c'est assez facile de le lancer sur le marché. En édition, on répondra non. Donc la première chose, c'est bien d'identifier notre ligne éditoriale, dont King of Tokyo est le parfait exemple. Des jeux familiaux, moins ou plus, donc autour d'un truc où on peut faire jouer sa mère et ça l'ennuiera pas complètement et elle peut comprendre les règles si elle prend le temps d'essayer de les comprendre. Des jeux avec des thèmes forts, pas forcément directement... c'est pas grave si le thème n'est pas directement dans le prototype, mais si on a la possibilité de nous d'étendre le thème et de faire un thème qui sera fort, ce qui est difficile à parfaitement conceptualiser, mais si on ressent la possibilité d'étendre un vrai univers et de faire un thème qui sortira bien mécaniquement parlant, ça nous intéresse aussi. Des jeux pas trop longs, entre 30 et 45 minutes, 1 heure ça commence à être beaucoup pour nous, et qui se joue dans l'idéal de 2 à 77 millions, tout en étant bien à 2 et très bien à 77 millions. Donc on a vraiment cette ligne éditoriale assez large au final, mais qui nous intéresse le plus. Derrière, la meilleure des solutions, c'est de faire une vidéo, même de qualité amateur, filmée avec un téléphone portable de mauvaise qualité, où tu expliques, toi Gauthier, sur le coin de ton bureau, les règles de ton jeu, brièvement, et tu fais un petit tour de jeu disant voilà, j'ai inventé mon jeu, on doit empiler des haribots, et regardez, ça se passe comme ça, hop, j'empile mes bonbons, et là la partie est terminée. Je les mangerai. Tous. L'intérêt pour nous, c'est qu'on reçoit vraiment énormément de propositions, et lire une règle à la fin de ma journée, j'ai pas envie, c'est long, c'est chiant, et j'en ai marre. Et j'ai juste envie de rentrer chez moi et de me poser, donc même si j'ai 10 minutes, je vais pas me dire ok, je lis une règle vite fait. Si j'ai une vidéo, je vais la regarder. Donc ça fait gagner énormément de temps sur le processus d'analyse. Derrière nous, on regarde la vidéo, et si on se dit putain, c'est de la balle quand même, ça nous intéresse pas mal, on envoie un mail disant à l'auteur tiens, envoie-moi soit des fichiers de print and play, soit un prototype directement chez nous, on va le tester. Derrière, on reçoit notre petite boîte, ce qui fait gagner aussi beaucoup de temps par rapport à quand on envoie des fichiers et que je dois découper les petites cartes qui prend une demi-journée et c'est chiant. Des fois, c'est Ludo qui le fait.
Et derrière, comme on est 3 chefs de projet, Ludo, Gabriel et moi, on se réunit, on teste le jeu assez régulièrement. On fait soit des grosses sessions, soit des petites sessions tous les soirs. Où on se dit, bah regarde, j'ai reçu ça me plaît bien, je veux bien votre avis. On se pose et on joue. À partir de là, même si ça fait 1 an et demi que je suis chez Yellow et que c'est jamais vraiment arrivé, si le jeu, on se dit putain, c'est vraiment très très bien, on a envie de le faire, on engrange le processus d'édition à base de signature de contrat et on commence à travailler avec l'auteur. Mais c'est très rare, surtout qu'on est chez Yellow un éditeur qui avons déjà beaucoup de projets dans les bacs. On fait pas mal de rééditions, on a pas mal de projets signés de longue date qu'on doit sortir maintenant. Geekbook est un bon exemple, ça fait un bout de temps qu'on l'a signé auprès de l'auteur. Et au bout d'un moment, on a un droit moral de le sortir aussi. Donc on n'est pas activement en recherche de projet. Si là, pendant encore 6 mois, on n'a aucun projet qui nous tombe dessus et qu'on n'en signe pas, c'est pas très très grave. Du coup, le problème pour un auteur, c'est que ça fait que nous, on cherche la crème de la crème. On veut, quand un jeu nous soit présenté, on se dit pas « ouais, il est bien, on va le faire ». Il faut qu'on se dise « putain, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de toute ma vie, il faut absolument qu'on le fasse ». Et ça, bien sûr, ça arrive beaucoup moins que des jeux même très corrects. Est-ce que vous pouvez nous faire une contre-pétrie? C'était quoi là tout à Moi l'heure? j'en ai une très très bonne que j'aime beaucoup parce qu'elle est nulle, mais c'est moi qui l'ai inventée pour de vrai. C'est la première fois de ma vie que j'ai. Et il y a quelqu'un qui a essayé de me la voler après. Et ça, Ah, le choix dans la date. Non, c'était pas ça. Ah non. Ça, c'est la compétrie de Vincent Wittberg. Respecte-le. Moi, c'est une très belle contrepétrie, beaucoup plus poétique. C'est fort en cannelle, qui, une fois transformé, fait frêle en canot. Ce qui n'est absolument pas drôle, ne veut rien dire, mais c'est moi qui l'ai inventé. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était cool. Merci.